Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode d'Atkins le Plus, le spin-off du podcast Le Film le Plus dans lequel nous plongeons ensemble dans l'intégralité de la filmographie de l'une des dernières stars modernes de films d'action, Scott Adkins. Je suis Aurel et dans chaque épisode je vous parle de 3 films dans lesquels apparaît l'acteur dans l'ordre de production. L'occasion ainsi de mesurer l'évolution de carrière et d'en connaître un peu plus sur lui et la manière dont sont montés ses films. Pour chacun de ces films, je donne 4 notes en fonction du scénario, de la réalisation, du jeu des autres acteurs avant de donner une note ultime liée à la performance de Scott, que j'ai appelée la note Adkins. Cela nous donne donc 4 fois 5 points à répartir pour obtenir une note totale sur 20 et ainsi établir un classement de tous les films de l'acteur. Le concept étant posé, il est temps de reprendre le fil de notre histoire. Et après un épisode bien costaud et un crossover qui me rend très fier avec le podcast Vandame Express, pour lequel je remercie à nouveau et très chaleureusement Benjamin, on va revenir à une forme d'épisode plus classique et on va le voir, ce sera également plus classique sur le déroulé de la carrière de notre acteur / cas d'études. On l'évoquait dans le dernier épisode, Scott enchaîne les projets, qui plus est sur des films marquants, mais qui doit serrer les dents, puisqu'il a une opération à venir au niveau du genou, un genou qui est très douloureux. Et donc après Expendables 2, l'acteur se résout à subir une intervention qui va nécessiter une convalescence d'environ 9 mois. Pendant cette période, Scott va demander à son agent de lui trouver des rôles à portée plus dramatique, du moins plus axés sur son jeu que sur ses capacités martiales, et c'est ainsi qu'il lui décrochera une audition pour une grosse production américaine. Il obtient ainsi le rôle visé grâce à la réinterprétation d'une scène du film Des mineurs, le dernier film de la réalisatrice Catherine Bigelow, qui est donc en train de produire son film suivant, à savoir Zero Dark Thirty. Je peux te parler franchement? Tu vas pas apprécier. Je suis pas ton ami. Je vais pas t'aider. Je vais te briser. T'as des questions? Je veux que ce soit parfaitement clair. Si vous pensez qu'un groupe d'experts va venir à notre secours, sachez que vous vous trompez. Ça s'arrête là. Personne d'autre ne se cache à un autre étage. Il n'y a que nous. Et on ne s'en sort pas. T'y crois, toi, à cette histoire? Oussama Ben Laden? Ouais. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Son assurance. Si vous avez raison, le monde entier va vouloir participer. Vous ne le trouverez jamais. C'est l'un de ceux qui ont disparu. Le projet sur lequel travaillaient initialement Bigelow et son nouveau scénariste fétiche Mark Ball doit traiter de la bataille de Tora Bora en Afghanistan en décembre 2001, soit très vite après les attentats du 11 septembre, et qui a été une grosse opération de destruction des forces talibanes, mais qui marque surtout les esprits en raison de la fuite et de la disparition des radars d'un certain Oussama Ben Laden, alors présent sur place. La cinéaste et son scénariste piétinent alors un peu sur la meilleure manière de raconter cette histoire, et semblent même arriver dans une impasse. Sauf que le 2 mai 2011, le président des États-Unis de l'époque, Barack Obama, annonce au monde entier la mort du leader terroriste suite à une opération des Navy Seals à Abbottabad au Pakistan, après presque 10 ans d'investigation pour retrouver sa trace. Voilà qui change tout pour nos deux compères, et qui nous amène au film qui nous intéresse aujourd'hui. Parlons donc à présent d'un peu plus près de son scénario. Mark Ball est un ancien journaliste spécialisé dans les articles de guerre et qui a mis un pied dans le cinéma après que l'un de ses articles publiés dans le magazine Playboy ne serve d'inspiration pour le film Dans la vallée d'Ela de Paul Higgins. Il se met alors à l'écriture de scénarios avec The Hurt Locker, ou en français Des mineurs, qui sera récompensé par les Oscars du meilleur film et de la meilleure réalisatrice pour Bigelow. C'est donc ensemble qu'ils ont travaillé sur le projet Zero Dark Thirty, qui tire son nom du langage militaire qui veut dire minuit et demi, heure à laquelle fut exécuté Oussama Ben Laden la nuit du 2 mai 2011. L'histoire s'intéresse surtout au personnage de Maya, une jeune et talentueuse analyste de la CIA inspirée par plusieurs femmes ayant réellement œuvré sur cette traque,
qui aura mis donc près de 10 ans à aboutir. On évolue donc à ses côtés à son arrivée sur le terrain, sa découverte des méthodes d'interrogatoire, ses combats pour obtenir des moyens, convaincre politiquement d'être suivi dans ses actions, remettre son rapport, puis continuer son combat pour que son rapport aboutisse enfin à l'assaut final. Pour obtenir le plus de réalisme possible, Ball s'acoquine quelque peu avec des membres de la CIA et négocie des petites informations classifiées en échange de quelques menus cadeaux jusqu'à déclencher une enquête pour corruption. Ah oui, effectivement, c'est pas très compliance tout ça, mais c'est sûr que ça aide à renforcer l'aspect réaliste du film. Alors sans remettre en cause la qualité d'écriture du film, j'aurais quand même malgré tout quelques écueils à vous partager. Premièrement, le manque d'écriture des personnages secondaires. Si l'évolution de Maya est parfaitement lisible et que le temps nécessaire est pris pour nous plonger au plus près de ses émotions, beaucoup des personnages nous sont balancés sans qu'on comprenne vraiment leur rôle ou leur personnalité, probablement aussi pour une question de rythme et pour limiter la durée du film qui approche déjà les 2h40. Ce n'est pas du tout le cas par contre du personnage de Jessica, joué par Jennifer Hale, dont le background nous est dévoilé par bribes de manière plutôt subtile et intelligente. Donc pour une fois, chapeau pour le traitement des personnages féminins. Le second écueil, et pas des moindres, c'est le parti pris du scénariste et pour le coup de la réalisatrice concernant les méthodes utilisées par les renseignements américains pour aller chercher de l'information. C'est la critique qui a beaucoup été faite sur le film, et je suis assez d'accord avec ça, parce qu'on nous présente la fin de l'utilisation de la torture, qui est voulue par l'arrivée au pouvoir de Barack Obama, comme un véritable frein dans leurs investigations, avec forcément une mise en valeur de ces méthodes de torture comme un moyen efficace de réussite. Et enfin, il faut accepter aussi l'idée très américaine de voir l'acte de vengeance comme un remède pour soigner les drames. En l'occurrence ici, Maya va consacrer les 10 premières années de sa carrière à déployer tous les moyens possibles pour retrouver et tuer Ben Laden, quitte à dévaloriser les personnes qui, de leur côté, cherchent surtout un moyen de prévenir des prochaines attaques terroristes. Je me souviens d'articles d'époque qui parlaient d'Al-Qaïda comme d'une organisation nébuleuse, où finalement n'importe qui peut se rattacher idéologiquement au mouvement et lier une attaque à ce courant. On a même pu d'ailleurs constater que le démantèlement de ces mouvements terroristes avait amené à démystifier les moyens et les organisations déployées, et que la mort de celui qui se présentait comme le leader n'a certainement pas empêché d'autres attaques liées au fanatisme religieux. Je vais parler également de l'image de fin de Maya qui pleure seule dans l'avion, qui la ramènera aux États-Unis, qui peut donc être vu à la fois comme un moment de soulagement, un relâchement physique après des années dédiées à un seul sujet, ou finalement un sentiment que tout ceci ne conduira probablement pas à un bouleversement géopolitique comme l'Amérique l'aurait voulu. Mais on s'éloigne un peu du côté ludique de notre podcast, et il ne faut surtout pas oublier que moi je mets des notes, et donc il faut mettre une note à ce scénario qui a pour lui de créer le débat, même si là je suis un peu tout seul, et surtout qui a amené quelques controverses pour lesquelles je vais quand même prendre la décision de retirer quelques demi-points par-ci par-là, mais lui accorder une note quand même très bonne de 3,5 sur 5. Je l'ai dit plusieurs fois, le film est réalisé par Catherine Bigelow, qui s'est fait un nom au début des années 90 avec Point Break, dont on vous parle dans un épisode du Film Plus consacré au film de braquage, mais qui a aussi réalisé des petites pépites fantastiques comme Aux frontières de l'aube ou l'excellent Strange Days. Elle sort donc de la réalisation du film des mineurs, qui n'est pas une adaptation du célèbre jeu Windows 95, et qui lui fera gagner un Oscar personnel pour son travail de réalisatrice. Elle s'entoure pour l'occasion du directeur photo Craig Fraser, à qui on devra ensuite les excellentes factures visuelles de Star Wars Rogue One, de The Batman, The Creator, ou encore de la saga Dune de Villeneuve. L'aspect visuel de Zero Dark Thirty se veut forcément bien plus réaliste et terre-à-terre, parfois presque documentaire, avec beaucoup de caméras à l'épaule, des plans subjectifs, notamment lors de l'assaut final, et même des plans à la première personne qui vont conduire aussi certaines critiques à lui reprocher sa retranscription un peu trop ludique des manœuvres militaires. Pour ma part, sans tomber non plus dans des extrémités d'abomination filmique chez Kikame que nous avons déjà classé ici, je trouve que la scène finale manque un peu par moments de lisibilité. C'est le seul vrai point noir du film, au demeurant très rythmé, bien découpé, avec ses marqueurs de lieu et de temps et sa construction en chapitres, et des décors naturels parfaitement mis en image. Mais pour revenir rapidement sur les marqueurs temporels, j'ai par exemple beaucoup aimé l'idée du nombre de jours inscrits au marqueur rouge par Maya sur la vitre de son patron, qui est joué par Mark Strong, pour signifier le temps d'inaction des autorités depuis la remise de son rapport et la validation de l'opération d'intervention. Le tout est mis en musique par une composition assez thématique du prolifique français Alexandre Desplat, qui sortait à l'époque de la BO de Argo et des 5 légendes. Cette musique parvient quand même à se faire discrète quand il le faut, et le thème principal est suffisamment dosé pour marquer les esprits sans donner dans la redondance. Tout ça est donc parfaitement propre et agréable, sans folie ni grand génie, ça reste parfaitement réalisé, avec malgré tout quelques moments un peu trop illisibles pour son bien,
mais ça reste très qualitatif, surtout au regard du niveau général de notre classement, hein, il faut le dire. Je vais donc lui mettre la note réalisation de 4 sur 5. Pour parler du casting, on doit forcément parler de Jessica Chastain, qui porte l'entièreté du film sur ses épaules, avec un entrain indéniable et un talent certain. Son jeu évolue en même temps que l'assurance prise par son personnage, et sa scène finale où on sent tout le poids dans le du soufflet retombé est magistralement interprété. On est en 2012, en plein cœur de la grande vague de films avec l'actrice, qui est tout de même créditée dans 6 films différents l'année précédente, soit quand même un film tous les 2 mois en moyenne, avant d'enchaîner avec une bonne moyenne de 4 films par an. Quand on voit le niveau de jeu affiché dans ce film en particulier, on peut parfaitement comprendre les réalisateurs et directeurs de casting, tant l'actrice semble à l'aise dans tous les genres et dans tous les rôles. Elle sera d'ailleurs nommée pour la 2e année consécutive pour ce film, 1 an après sa nomination pour La couleur des sentiments, mais devra laisser la place à une autre actrice en pleine ascension, Jennifer Lawrence, pour Happiness Therapy. Elle pourra toutefois se consoler cette année-là avec son Saturn Award, son BAFTA ou encore son Critics' Choice Award, et se rattrapera aux Oscars près de 10 ans plus tard en remportant une statuette pour son rôle principal dans le film Dans les yeux de Tammy Faye. Mais il y a aussi des gens autour, et des très bons, avec notamment Jason Clarke, un Kyle Chandler sorti de la série Demain à la Une, Jennifer Hale, j'en parlais tout à l'heure, excellente, Harold Perrineau, qu'on a vu dans la série Oz, ou encore un Mark Strong avec des cheveux, c'est assez rare pour le souligner. On notera aussi les bonnes performances de 2 Frenchies, à savoir Reda Kateb, qui subit les tortures les plus dures à regarder du film, mais aussi, de manière un peu plus furtive, Halim Mariar, qui jouait l'excellent Ali dans la série Family Business avec Jonathan Cohen. Alors enfin, même si on les voit finalement très peu, l'équipe des Navy Seals envoyée au front pour l'assaut final est tout de même composée de Joel Edgerton, qui était très inquiétant dans The Gift, un film qu'il réalise lui-même, mais également Chris Pratt, que tout le monde connaît maintenant pour son rôle de Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie, Callan Mulvey, le Bogdan Dragic de Heartley Cœur à Vif, ou encore Frank Grillo, autre acteur gros bras habitué des petits rôles dans les grosses productions et des têtes d'affiche dans les directs ou vidéos. Bon. Et cet ensemble d'immeubles ici, qu'est-ce que c'est? L'AMP, l'Académie militaire du Pakistan. C'est leur West Point. À quelle distance de leur forteresse? Environ 1 000. 4221 pieds. Plus près de 8/10 de mille. Qui êtes-vous? La tête de cochon qui a trouvé cet endroit, monsieur. Ah oui? Je veux savoir d'ici la fin de la semaine qui se trouve à l'intérieur. Monsieur? Alors c'est difficile pour le reste du casting de s'exprimer pleinement face à une Jessica Chastain qui prend toute la place, mais c'est globalement sans fausse note, à la hauteur des attentes pour un film de ce niveau. Mais parce que j'aurais aimé que certains rôles moins importants soient plus visibles, je ne vais pas lui donner une note maximale, je vais lui donner la note de 4 sur 5. I'm the most complete fighter in the world. Et notre ami Scott dans tout ça? Après son casting réussi, il a bien envie de s'impliquer dans son rôle et d'être parfaitement préparé face à une réalisatrice fraîchement oscarisée, sauf que la production est particulièrement verrouillée et que le script a tendance à évoluer au fil de la production. Résultat des courses, malgré ses sollicitations, Scott n'aura son script et les informations sur son personnage qu'à peine une demi-heure avant le tournage. 3 pages de script, de quoi lui garantir quelques minutes à l'écran. Un peu stressé à l'idée d'entamer sa scène si peu préparée, Scott peut néanmoins compter sur les autres acteurs expérimentés, et notamment sa partenaire de scène, Jennifer Hale. Et puis arrive Catherine Bigelow, la réalisatrice, qui s'étonne un petit peu de son accent britannique. Heureusement, Scott, lui, a pour lui de maîtriser les accents, et il a bien eu le temps de travailler son accent yankee depuis son rôle dans Stag Night, et puis ça change un petit peu de l'accent russe. À l'écran, sa scène subit finalement pas mal de coupes de montage au final, et son personnage est balancé en amont d'une scène cruciale avant de disparaître, juste après, au gré d'une attaque terroriste sur une base américaine dans une scène particulièrement tendue. Du coup, en dehors de 2-3 dialogues autour d'un verre de vin et de regards échangés avec Jennifer Hale, c'est difficile d'y voir une prestation mémorable. Jusqu'ici, tout ce qu'il a dit a été contre-vérifié et s'est révélé fondé. Et je crois que l'argent est un argument très persuasif. Avec 25 millions de dollars, on se refait une nouvelle vie. Il exagère peut-être l'accès qu'il a auprès de lui. Possible. Mais Al-Qaïda a besoin de docteurs, mais on sait qu'ils en ont peu, ce qui expliquerait son avancement. D'ici 6 mois à 1 an, s'il ne gaffe pas, il pourrait bien être appelé à soigner Ben Laden.
Et à ce moment, avec 25 millions sur la table, je crois qu'il le laisserait tomber. Et sinon, on le tue. Je vais donc pas avoir grand-chose à ajouter, si ce n'est que je pourrais pas proposer une note Atkins au-delà du 0,5 sur 5. Et donc, avec notre système de notation, Zero Dark Thirty bénéficie d'une belle note de 12 sur 20, évidemment en dessous de ce que représentent les qualités du film, mais c'est déjà beaucoup compte tenu du très faible temps à l'écran de notre ami Scott, mais qui lui permet tout de même de clôturer notre podium. Il est donc temps à présent de retourner à des choses bien plus classiques, et c'est ce qui va arriver ensuite, puisqu'il a toujours le genou convalescent, et il a bien conscience qu'il n'est pas encore tout à fait prêt à reprendre les cabrioles qui ont fait de lui l'acteur qu'il est devenu. Heureusement pour lui, Atkins s'est maintenant constitué un réseau non négligeable dans son domaine, et c'est le producteur Christopher Milburn, qu'il a eu l'occasion de croiser sur Rick Hill et El Gringo, soit deux des films les moins bien classés du podcast, qui va venir le chercher pour lui proposer un film d'aventure teinté d'attaques de monstres géants. Alors cette fois, direction la Chine, pour le tournage de... Legend. Wait for it. Dairy. What is that? Something spooking the fish. There's been another attack. It's huge. Never seen anything like it. Don't you think it'd make one hell of a trophy? Dr. Travis Preston. My client would very much like to engage your services. We heard you have some sort of animal on the loose here. Whatever it is, it's big, it's stealthy, and it's smart. I'm here to help stop the attacks. I'm afraid you're a little late, Dr. Preston. If I get a shot, I'll take it. Are we clear? People need a professional like me, and not an amateur like you. Something's just appeared beneath us. 300 yards out, coming in fast. 200. 100. Predators understand predators. You shoot to wound, I shoot to kill. This isn't a game, Hawk Hawker. Do you feel threatened, Dr. Preston? Doesn't need to die. Everything needs to die, Travis, even you. Hold on! Coming back around! It's coming! I'll be the one to put it down. Legendary, donc, ou La Crypte du Dragon, est le projet idéal pour un Scott convalescent qui cherche pendant cette période, comme j'ai dit tout à l'heure, à exercer son acting, et donc le film est l'occasion pour lui, en plus de partager pour la 3e fois en peu de temps l'affiche avec le géant suédois Dolph Lundgren. Une coïncidence pour un projet qui ne lui apparaît pas de premier abord comme un projet majeur, loin s'en faut, mais il faut aussi savoir payer ses factures après tout, et il le dira très clairement. Est-ce que cette dévalorisation est vraiment justifiée ? Écoutez, c'est ce qu'on va étudier dès à présent. Le film est écrit par le Britannique Andy Briggs, déjà à la plume de projets destinés à la télévision avec des titres aussi ronflants que La Fureur des Gargouilles avec Eric Balfour, Le Pentacle Maudit ou encore La Relique Maudite. Et il nous narre ici l'histoire du cryptozoologiste Travis Preston et de son équipe spécialisée dans la recherche et la protection d'espèces animales encore inconnues de l'homme. Alors qu'ils sont sur la trace d'un ours géant en Russie, la rivalité et l'opposition de point de vue qu'il entretient avec le chasseur Harker, également présent sur les lieux, va conduire au drame, l'un des membres de l'équipe de Preston mourant sous la charge de l'ours déchaîné. Quelque temps plus tard, alors que Harker a lancé une procédure judiciaire à l'encontre de Preston, l'avocat Doug McConnell, représentant les intérêts d'un mystérieux client chinois, invite Preston et son équipe à se rendre au bord d'un lac en Chine où a été filmée une créature reptilienne géante. Arrivé sur les lieux, tout ne va pas se passer comme il l'aurait imaginé, d'autant que le terrible Harker est lui aussi déjà sur le coup. Une trame assez simpliste et parfaitement classique, qui expose également toute une galerie de personnages fonctionnels et assez peu développés, allant des hommes de main décérébrés à la charmante scientifique prise au piège en passant par le comic relief jeune et foufou. On a même droit également à des personnages qu'on ne prend même pas la peine de nous présenter, mais qui sont présents à l'écran pour assurer une fonction à un instant précis du film. Les situations s'enchaînent assez vite et le personnage principal a une fâcheuse tendance à se faire très facilement convaincre de revenir sur ses décisions. L'irruption de la créature ne permet pas non plus de relever un sourcil, principalement en raison de ce que l'on voit à l'écran, mais ça, j'y reviendrai. Au global, rien de honteux, mais encore moins de surprise dans cette histoire à la hauteur de l'ambition initiale du film, à savoir un produit essentiellement destiné à la télévision. Alors pour se comparer avec d'autres films, c'est finalement moins énervant que ce qu'a proposé El Gringo. Je vais donc lui attribuer la note scénario de 1,5 sur 5.
C'est un autre Anglais que l'on retrouve derrière la caméra, un certain Eric Styles, qui semble être jusqu'alors un bon faiseur dans son pays, avec des films alternant entre le drama et la comédie sentimentale, qui lui permettent de diriger entre autres Melanie Griffiths, Malcolm McDowell, Colin Firth, William Baldwin ou encore Heather Graham dans des films que je ne connaissais pas du tout avant de consulter sa page. Il a bénéficié d'un budget estimé à 5 millions de dollars dans le cadre d'une coproduction avec la Chine, lui permettant notamment de bénéficier de très beaux décors naturels parfaitement mis en valeur par le directeur photo local Shu Yang et qui réalise un très bon travail. Des décors sont créés sur place pour assurer la fameuse crypte qui sera le théâtre du climax du film, tout comme il leur sera possible d'accéder à un bassin pour les scènes aquatiques. Pour autant, le tournage ne sera pas forcément une partie de plaisir en raison d'une météo capricieuse, mais surtout d'un fossé culturel entre l'équipe de production anglaise et les techniciens chinois sur place. Le summum est atteint avec les effets visuels du film et une équipe réduite sur le plateau de 3 techniciens en combinaison spandex bleu s'agitant dans tous les sens en tenant une tête de dragon à bout de bras, de quoi jouer avec la concentration des acteurs, Scott Adkins en tête. La crainte grandit alors sur le plateau quant au résultat final, et lorsque la livraison a enfin lieu, la créature en images de synthèse créée par la société roumaine engagée pour l'occasion va donner quelques sueurs froides aux quelques personnes qui croyaient encore dans le projet. Tout ne commençait pourtant pas si mal avec un ours géant plutôt convaincant, mais le dragon du titre, au look à mi-chemin entre Franklin la tortue et une salamandre, désamorce complètement toute volonté de peur ou de gigantisme, d'autant que la gestion des distances et des proportions est quelque peu aléatoire, les interactions avec le casting est soit difficile, soit inexistant, et surtout l'animation 3D est plus proche d'une cinématique Nintendo 64 que d'un vrai film de monstre. C'est clairement les effets visuels qui plombent largement le film, qui bénéficiait pourtant d'une mise en scène correcte et d'une musique plutôt travaillée par Paul Leonard Morgan, le compositeur des scores de Dredd ou encore de Limitless tout de même. Y'a un problème ? Il y a eu une autre attaque. Les hommes sont terrifiés. On est sous pression là, Harker. T'as qu'à régler ça. Justement, j'essaie. Mais vous aviez promis d'empêcher ces attaques. T'as déjà senti un lion respirer sur ton visage ? Ou vu un rhinocéros en train de charger ? Et toi le doigt sur la détente, tu sais que t'as pas le droit de te louper. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut montrer qu'on progresse. Avant que je débarque ici, il n'y avait pas un animal que j'avais pas chassé et tué. Tu sais ce que ça me faisait ? Non. Ça m'emmerdait. Y a rien d'excitant à tuer 2 fois un lion. On va quand même donc saluer l'effort, sans oublier que le lézard géant ridiculise un peu trop le résultat final, qui aura donc une influence sur la note que je vais lui donner, et cette note, ce sera 2 sur 5. Les têtes d'affiche de cette petite production d'aventure représentent la principale surprise du film quand on considère l'absence de réelles scènes d'action, de bagarre, ou même la faible quantité d'échanges de coups de feu. Le Dolph Lundgren nous fait donc profiter de sa plus belle tête de méchant sans avoir à trop en faire, et rien ne distingue sa manière de jouer ici que dans un Expendables par exemple. C'est donc peut-être là que sont aussi les limites de ce comédien, ma foi, très sympathique. Plus étonnant par contre est la présence au générique de James Lance dans le rôle de l'avocat McConnell, lui qui est devenu depuis le personnage culte de Trent Crimm, The Independent, dans l'excellentissime série Ted Lasso. On le sent moyennement à l'aise d'être là, malgré la bonhomie affichée, probablement aussi bien conscient de la qualité variable de la production. L'associée de Preston, Cathy, est incarnée par Lydia Leonard, qui a déjà travaillé avec le réalisateur plus de 6 ans auparavant dans le film True Lie, qui s'en sort ici plutôt bien, malgré la faiblesse de son personnage. Au-delà de l'acteur américano-coréen Nathan Lee, qui joue pour l'occasion un personnage sino-américain, le reste des personnages secondaires, qu'ils soient interprétés par des acteurs britanniques ou chinois, est plutôt oubliable. Harker est ici. Quoi ? Ouais, apparemment il a offert ses services gratuitement. Il a promis de régler le problème pour les autorités. Il vient pour tuer cet animal. J'aurais sûrement dû vous en parler plus tôt, mais honnêtement, je n'en voyais vraiment pas l'intérêt. Oui, c'est vrai, il a raison, qu'est-ce que ça change ? Si Harker a réussi à s'imposer fermement ici, alors qu'est-ce qu'on fait là, Doug ? C'est n'importe quoi. Nous voulons tous trouver cette créature, et mon client a pensé que vous étiez la meilleure équipe pour ce job. Harker a sa propre équipe sur le site. Il a accès aux lieux des tueries, aux traces. Il a la main sur toutes les preuves. On ferait mieux de tout remballer et de rentrer à la maison. Pourquoi ? On s'en fout de Harker. C'est un grand lac. Il y a assez de place pour tout le monde pour aller pêcher. Oui, oui. Et puis, tu sais, il n'a pas ton 6e sens pour ce type de recherche. Ton... esprit. Charisme. Coup d'œil. Ton incroyable don pour la danse. Allez, on reste. Baïché, on y va. Voilà. D'accord. Waouh. Vient l'heure de mettre la note à ce casting plutôt correct sans être mémorable.
pour qui 2,5 sur 5 me semble plutôt adéquat. Et puis pour Trent Crimm, quoi. Atkins, là-dedans, accepte avant tout parce que le rôle coche toutes les cases du moment, pas de combat, des cascadeurs pour faire le sale boulot à sa place, une équipe de production qu'il connaît, on retrouve d'ailleurs toujours Moshe Diamond, pas très loin, des acteurs corrects autour de lui, un rôle qui lui permet de jouer au Nathan Drake du pauvre. Et c'est vrai qu'il n'aurait pas dénoté du tout dans une adaptation d'Uncharted, peut-être mes jeux préférés de tous les temps, soit dit en passant. Le seul hic, pour lui, aurait été les conditions de production chinoises, loin de ses habitudes est-européennes, qui lui imposent des conditions quelque peu spartiates, les équipes locales n'ayant pas l'habitude de prévoir des caravanes pour leurs comédiens. Il se prépare donc comme il le peut et passe plutôt un bon moment avec les comédiens autour de lui. Ses seules scènes d'action se limitent à courir dans les collines, ce qui lui permet de tester tranquillement la solidité de son genou à la suite de son intervention chirurgicale. Il s'en sort correctement, mais fait preuve tout de même de pas mal de limites dans son jeu, notamment sur des transitions émotionnelles trop rapides, et ce petit je ne sais quoi dans son regard qui crie un peu trop au spectateur « j'en ai pas vraiment quelque chose à foutre de celui-là, mais je fais au mieux ». Il a pour lui non plus de pas en faire des tonnes, et subit malheureusement une scène de combat complètement ratée contre un lézard géant qui n'a pas les mêmes proportions entre les accessoires du plateau et l'animation finale. Joli travail, Travis. Faites pas ça, Harker. Vous appelez ça chasser? C'est une exécution. C'est pas une exécution. C'est un résultat. Qu'est-ce que vous trouvez de glorifiant là-dedans? Vous n'êtes qu'un lâche, Harker. La réalité réside dans la perception, Travis. Quand je sortirai ce truc-là, je serai le héros et vous serez mort. Harker, allez poser cette arme et réfléchissez un instant. Cet animal est inconscient, on peut encore le sortir d'ici vivant. Il n'est pas obligé de mourir. Tout doit mourir un jour, même vous. Vous devriez être honoré que ce soit moi qui appuie sur la détente. Je considère donc sa performance comme du petit Scott de tête d'affiche, les combats en moins, à rapprocher peut-être du niveau de Ninja ou de El Gringo, donc à savoir un 2 sur 5. Donc avec un total de 8 sur 20, le film se place à égalité avec The Tournament de Scott Mann à la 9e place. Je considère quand même que The Tournament possède bien plus de qualité, même si Atkins n'y a qu'un rôle secondaire. J'ai donc placé ce Legendary, ou plutôt ce... Legend. Wait for it. Dairy. Juste en dessous à la 10e place. Pas mal pour un petit film qui, je ne l'ai pas encore dit, a été tourné en 3D et a même eu droit à une petite exploitation en salle qui lui a carrément permis de rentrer dans ses frais. La carrière de Scott à cette période a passé un certain cap, fini les périodes d'attente d'un an entre les projets. Dans son petit milieu, Atkins commence à se faire un nom et des réalisateurs commencent même à penser à lui lorsqu'ils planifient leur projet de film. C'est le cas du réalisateur qui nous intéresse maintenant, un futur personnage récurrent de notre podcast, à savoir le Britannique James Nunn, qui à 27 ans venait de faire parler de lui pour son premier film Tower Block qui met en image l'assaut d'une tour HLM anglaise par un mystérieux sniper. Il a donc en tête pour son projet de réaliser un film d'action plein de tatanes dedans, et pense donc à son compatriote Atkins, qui jusqu'ici d'ailleurs, et aussi surprenant que cela puisse paraître, n'a jamais réalisé de long métrage dans son pays natal. La période est propice aux discussions puisque Scott s'envole pour Austin au Texas afin de défendre Universal Soldier Day of Reckoning, tandis que Nunn y présente Tower Block, qui a remporté un prix au célèbre festival espagnol de Sitges. Et donc... c'est le Fantastic Fest d'Austin qui sera l'occasion pour les deux hommes de faire connaissance et Scott de se laisser convaincre d'intégrer une nouvelle franchise en poursuivant encore une fois sa carrière dans les budgets réduits. Et ce film, ce sera Green Street 3, Never Back Down, connu chez nous sous le titre Hooligan 3. Content que tu reviennes, Danny. Il nous faut quelqu'un pour nous ramener au sommet. Je suis désolé pour ton frangin. Écoute, il y a bien quelqu'un qui sait ce qui s'est passé. Et le seul moyen que j'ai de le découvrir, c'est de reprendre du service. Bonne chance, mon gars. Au gouverneur Danny. Toutes les conneries ont lieu aujourd'hui dans la clandestinité. C'est comme une ligue du hooliganisme. Je trouverai celui qui a fait ça. Et je m'occuperai de lui. Vous valez rien, Millwall. On va vous foutre une branlée. On est la Green Street Elite. Et on va reprendre notre place de firme numéro 1. On n'a pas encore fini.
On n'a pas fini! Vous connaissez très probablement le premier épisode de la saga Hooligan, sorti en 2005 et réalisé par Lexi Alexander, une ancienne artiste martiale germano-palestinienne, cascadeuse sur Batman et Robin et qui passera à la réalisation au cinéma avec ce film mettant en scène Elijah Wood en étudiant américain débarquant à Londres et qui va, par l'intermédiaire d'un personnage campé par Charlie Hunnam, découvrir le monde singulier du hooliganisme à travers un groupe d'ultras du club de West Ham. A noter qu'on y retrouve également Claire Forlani, qu'on a déjà cité dans l'émission pour sa participation au très mauvais Le Médaillon avec Jackie Chan. Sans faire de miracle au box-office, le film se fait une petite réputation, aidé en France par sa sortie avant la fête du cinéma à une époque où ça voulait encore dire quelque chose, et qui permet à sa réalisatrice d'enchaîner avec le très très cool Punisher Warzone. Malheureusement, Alexander ne fera pas long feu à Hollywood et deviendra ensuite une réalisatrice télé, sur des titres toutefois toujours axés action, comme Arrow, Taken ou encore la série SWAT. Ce succès relatif n'empêche pas l'industrie de l'action à petit budget de capitaliser sur le nom du film, et un Green Street Hooligans 2 verra le jour en 2009 sous la houlette d'un certain Jesse V. Johnson. Vous savez, celui du Pit Fighter tout en bas de notre liste, avec en vedette 2 acteurs tellement en mal de charisme qu'ils n'ont même pas le droit à leur photo sur IMDb. C'est donc 3 ans plus tard que se tournera la conclusion d'une saga dont les épisodes n'ont rien à voir les uns avec les autres, et qu'il me revient à présent de vous décortiquer. L'histoire est née sous la plume de Ronnie Thompson, scénariste et co-réalisateur de Tower Block, que j'évoquais tout à l'heure, et qui finira par devenir quelques années plus tard David Betton, semble-t-il pour offrir un nouveau départ à sa carrière, qui se poursuit actuellement à la télévision comme réalisateur sur la série EastEnders, dans lequel, je le rappelle pour celles et ceux qui nous prennent en cours de route, a déjà joué Scott au démarrage de sa carrière. Mais pour en savoir plus, n'hésitez pas à reprendre la série depuis le tout début, je vous promets, c'est très sympa. Le film nous narre donc l'histoire de Danny, un combattant hors pair ayant fui Londres pour le nord de l'Écosse, afin de se dégager de son petit gang de hooligans, et en laissant derrière lui son petit frère Joey, déterminé à ne pas quitter son quartier et sa bande de copains. Mais lorsque Joey perd la vie à la suite d'une bagarre organisée après un match, Danny doit retourner auprès de sa mère à Londres et réintégrer la Green Street, cette faction de supporters violents, et il va y découvrir que les règles ont bien changé et que les bastons de rue ont laissé la place à des championnats clandestins parfaitement organisés, offrant la possibilité à tout type d'individus maîtrisant un tant soit peu les arts martiaux de laisser libre cours à leur excès de violence. Dans ce championnat, la Green Street, mal préparée depuis la mort de Joey, a quelque peu perdu de sa superbe et Danny va devoir entraîner tout ce beau monde tout en cherchant le véritable meurtrier de son frère. Bon, un résumé un peu long pour une histoire ultra classique, prétexte à enchaîner les trainings montages et situations de grosses bagarres de bonhommes de nuit sur des chantiers fermés au public, des terrains vagues et tutti quanti. Ajoute à cela une jeune tenancière de bar qui va vite craquer pour le beau Danny, une enquête policière qui patine malgré l'amitié qu'entretiennent Danny et l'enquêteur, et vous cochez toutes les cases du film de vengeance classique, croisant une énième itération de Karate Kid, adaptée cette fois au monde du football. On aura d'ailleurs droit au nom des équipes, mais aucun logo, aucun maillot officiel du West Ham United ou tout autre club. Question de droit oblige. C'est donc parfaitement balisé, avec un twist cousu de fil blanc et pistable dès la 3e minute du film. Quelques personnages sont légèrement développés, mais le but reste d'enchaîner la castagne à vitesse grand V. On est donc exactement là où nous avons l'habitude de nous aventurer dans ce podcast, dans une espèce de ventre mou de l'écriture de série B d'action, pour laquelle j'offrirai, comme précédemment, un petit 1,5 sur 5. Deuxième long métrage de James Nunn, le film bénéficie d'un budget qu'on imagine peu conséquent et d'un tournage dans son pays d'origine. Alors nos expériences hors Bulgarie devenant rarissimes, il faut signaler à quel point cet épisode reste une anomalie. Nunn sait plutôt y faire avec une caméra, et le film est globalement de bonne facture, avec une imagerie très british dans ses décors, ses costumes, ses gueules, mais aussi ses drinking montages, ou drinking montage, si j'articule mieux, avec ces scènes de pub où les pintes se remplissent et se vident à vitesse grand V. Ces scènes font écho aux nombreux training montages, ces fameuses scènes de films sportifs où des personnages un peu losers doivent enchaîner des exercices physiques, et ils sont nombreux dans le film. La Green Street court en mouillant leurs hoodies de sueur, ils vont à la salle, retourner des roues de tracteur, frapper sur des sacs, et on a même droit à un bel hommage à Rocky, le maître étalon du genre, avec une scène de corde à sauter assez bien éclairée. Dommage par contre que la dernière demi-heure ne soit qu'un enchaînement assez bordélique de scènes de combat, pas toujours très lisibles et souvent mal éclairées, au rendu numérique un petit peu trop cheap pour attirer l'attention. Jonathan Hills, le directeur de la photo occupant ce poste pour la première fois, on ne pourra pas non plus lui jeter la pierre. La musique de Paul Arnold et Andrew Barnabas, à qui on doit tout de même les BO de la franchise vidéoludique Medieval,
enchaîne le très correct et le franchement oubliable, voire pénible, notamment vers la fin du film, encore une fois. Les chorégraphies de combat sont à mettre au crédit de Joey Hansa, qu'on avait croisé aux côtés de Scott dans La Vengeance dans la peau, et qui s'offre ici le rôle de l'enquêteur en charge de trouver le meurtrier de Joey. Hansa, c'est un acteur cascadeur qui a démarré dans l'ombre de Batman Begins et qui sera l'un des créateurs de la trilogie de courts-métrages de fanfiction Street Fighter Legacy, qui avait fait un peu parler au début des années 2010. Les combats qu'il dirige ici sont d'une qualité variable en raison d'une redondance un peu trop poussée, surtout encore une fois dans la dernière demi-heure, et on pourra regretter, d'ailleurs comme Scott le regrette également, de vouloir absolument utiliser le MMA dans le milieu de combats de rue, qui vont perdre forcément en âpreté, en spontanéité, et quand même pas mal en réalisme. C'est déjà bien que vous soyez là. Le plus dur, ça va être de vous débarrasser de vos gros culs. Si vous pouvez le faire, vous pouvez tout faire. Maintenant, comme vous le savez, chaque firme présente une équipe de 5. Je serai un des 5. Je sélectionnerai les 4 autres parmi vous. Et tu feras ça comment? Je vais vous remettre en forme. Ça va être l'épreuve la plus dure que vous aurez à traverser dans vos vies. Mais si vous faites ce que je vous dis, et vous feriez mieux de le faire, alors vous aurez peut-être une chance d'obtenir quelque chose. T'as pas répondu à la question de Gilly. Pour faire un bon combattant, la première chose qu'il faut, c'est un engagement à 100%. Ensuite, il faut une bonne forme physique, de la force et la capacité de frapper son adversaire. Je sélectionnerai mon équipe sur la base de ces critères. Au global, c'est plutôt correct pour ce type de produit, et on sent vraiment une volonté de bien faire de la part de Nunn, qui s'autorise même quelques petits split screen. C'est du niveau d'un bon Florentine, c'est pourquoi je vais lui accorder la note respectable de 3 sur 5 quand même pour sa réalisation, et honnêtement, vu la jaquette du Blu-ray dégueulasse, je m'attendais à bien pire. Du côté des acteurs, on va retrouver donc Joey Hansa dans le rôle de Victor, le policier ami de Danny qui ne commence véritablement à exister qu'en deuxième partie du film. Il est plutôt correct, et en plus pour lui de savoir se battre. D'ailleurs, lors d'une scène où le personnage de Scott, un peu éméché, se met une canette de bière sur la tête que Victor vient dégager grâce à un coup de pied circulaire, le coup était tellement fort que Scott s'est retrouvé avec une belle entaille sur le crâne, donc autant vous dire qu'il n'y a pas eu de deuxième prise. Le love interest et seul véritable personnage féminin du film, Molly, est interprété par Casey Clark, encore appelée à l'époque Casey Barnfield, que l'on a pu retrouver dans la suite du remake de I Spit on Your Graves, une référence du Rape and Revenge à tendance crapoteuse, dans le 3e volet de Lake Placid, où elle croise Michael Ironside, ou encore dans une autre licence un peu plus juteuse, à savoir Resident Evil, dans Resident Evil Afterlife, probablement l'un des moins pires de la saga d'ailleurs. Sa contribution est tout à fait correcte, compte tenu du caractère clairement fonctionnel de son personnage, qui fait par ailleurs le pont avec le film original, puisqu'elle est la sœur de l'ancien patron du bar, qui est toujours celui que l'on apercevait dans le film original. Pour constituer la fameuse armée de la Green Street, on retiendra surtout les personnages de Gilly et Big John, respectivement incarnés par Jack Dolan et Josh Myers. Dolan, c'est un acteur de télé britannique qu'on a pu récemment retrouver en Tommy dans la série The Boys, ou en Wolf dans le film Sissou de l'or et du sang en 2022. Il joue les Anglais un peu trop portés sur la pinte et qui connaît bien des difficultés à suivre l'entraînement intensif de Danny, tout en possédant une belle droite, et il le fait très bien. Myers, pour sa part, a une carrure bien plus imposante et permet de donner un peu plus de légitimité physique au groupe de hooligans. C'est d'ailleurs là que se trouve l'essentiel de ses qualités, avec toute la sympathie qu'il dégage à l'écran. C'est amusant si on jette un œil à sa filmographie, essentiellement basée sur des séries B d'action, et beaucoup portée sur le hooliganisme, justement. On le retrouve à l'œuvre sur les épisodes 3, 4, 5 et 6 de la saga Ascension d'un homme de main, que je ne connaissais pas, mais qu'il me tarde de découvrir, d'ailleurs. Et si ce genre d'exploration vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en message. Je me ferai un plaisir de faire quelques sorties de pistes sur ce genre de film. Enfin, je dois également vous parler du grand protagoniste du film, en tout cas par sa taille, à savoir Mason, le leader des hooligans du club de Millwall, qui sont dans la réalité vraiment reconnus comme l'une des firmes, comme disaient les Anglais, les plus violentes du pays. Son interprète Spencer Wilding faisait partie avec Joey Hansa de la Ligue des Guerriers de l'Ombre de Batman Begins, puis a passé quelques têtes dans pas mal de blockbusters comme La Colère des Titans, Jupiter Ascending, Les Gardiens de la Galaxie, Hobbs & Shaw, et il a même enfilé le costume de Dark Vador dans le film Rogue One. Pour l'anecdote, lors d'un combat face au personnage joué par Hansa, ce dernier a un peu trop appuyé un coup de poing qui est venu briser l'une des côtes de Wilding, qui en retour lui a rendu un véritable coup de poing en pleine mâchoire. C'est sympa l'ambiance sur les séries B pleines de bagarres.
Bonsoir. Ouais. Pas ce soir, chérie. Très drôle. C'est pas un endroit pour une jolie fille comme toi. Par contre, quand ils en auront terminé, j'ai un endroit qui pourrait te convenir. Ah ouais? Ouais. Vraiment? Ouais. Je dirige l'abbaye, tu connais? Si tu m'emmerdes encore, je demande à mes amis de s'occuper de toi. T'as compris? Debout, limace. Tout ce petit mélange se fait sans génie, mais sans véritable fausse note, à part peut-être justement Wilding, qui est un jeu assez binaire, et qui donne que peu de crédibilité à un retournement de situation qui pourtant repose sur son personnage. C'est au niveau classique de ce qu'on a l'habitude de voir dans l'émission, encore une fois, donc je pense qu'un bon 2,5 sur 5 suffira pour noter le jeu d'acteur du film. I'm the most complete fighter in the world. Maurice Scott, dans tout ça, je vais le rappeler, il est originaire de Sutton Coldfield, à côté de Birmingham, et il n'avait jamais encore tourné en haut de l'affiche d'un film 100% britannique. C'est donc à présent chose faite, avec en plus un projet qui affiche clairement la volonté de mettre en avant sa star. James Nunn lui offre des plans iconiques, on le voit s'entraîner seul, torse nu, au ralenti. C'est bien lui la star du film, et on sent qu'avec le temps, l'acteur est rentré dans une phase où il assume totalement ce rôle. Il s'impose donc sans souci à l'écran, dans un rôle de mentor plein de regrets. Là où ça fonctionne moins, c'est lorsque son personnage entre dans une phase de réintégration de la firme Green Street, où il boit des litres de bière avant de provoquer lui-même des bagarres de rue à l'ancienne. L'image de l'acteur a quelque chose de tellement propre qu'on a du mal à croire un petit peu à son côté cockney, alors que on verra quelques années plus tard que c'était pourtant bien possible. Mais ça, c'est une autre histoire. Autre point noir également, c'est dans l'interprétation de la tristesse, encore une fois, un sentiment pour lequel l'acteur doit encore se développer, et peine clairement à convaincre, particulièrement lors des funérailles de son petit frère. Ce qu'il commence à assumer par contre, c'est son petit côté tombeur, et même si sa relation avec Molly est cousue de fil blanc, elle reste quand même bien plus crédible et moins beauf que dans El Gringo par exemple. Enfin côté Tatane, l'essentiel est assuré, mais on sent que la jambe peine encore à se lever aux altitudes d'un Yuri Boyka, pas aidé non plus par le simplisme de la mise en scène. Ce qui n'a pas empêché l'acteur, en raison d'un mauvais placement par rapport à son vis-à-vis, d'envoyer un middle kick si puissant sur le cascadeur en face de lui que le cascadeur a perdu la vue quelques instants. Sympa pour lui, d'autant que le tournage en extérieur de nuit à moins 5 degrés n'était déjà pas super plaisant. Tu seras toujours le bienvenu ici, Danny. C'était ta firme. Mais qu'est-ce que tu veux au juste ? Je veux être à Tottenham. Mais qu'est-ce que t'as commencé avec cette pantalée, Molly ? Donc en résumé, c'est un Atkins correct, mais un peu sur des rails, qui nous est offert ici, et au moins pour une fois, il n'a pas besoin de faire l'accent américain, russe ou que sais-je encore. C'est donc clairement pas son rôle le plus marquant, ça n'ouvre aucune perspective nouvelle, mais le taf dans son rôle principal est fait, donc ça mérite bien une note Atkins à 3,5 sur 5, ce qui nous amène un total de 10,5 sur 5. Le film parvient à atteindre une très belle 6e place, qui est pas mal payée, mais n'oublions pas que sa carrière commence à peine à décoller, et que donc on aura l'occasion forcément d'avoir des films qui vont lui passer devant. Je vais donc vous faire un petit récap du classement du jour et du classement général. Donc Zero Dark Thirty arrive 3e, juste derrière Undisputed 2 à la seconde place et Universal Soldier Day of Reckoning bien ancré à la première place. Legendary retombe du coup à la 11e place, ou alors la crypte du dragon, pardon. Et Green Street 3 Hooligan 3 est à la 6e place. Petit rappel des 3 derniers, Bad Yankee, Rick Hill et Pit Fighter, donc à la 22, 23 et 24e place. C'est donc ainsi que se termine notre épisode, j'espère à nouveau qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter sur les réseaux, à vous abonner à nos émissions. Vous pouvez également retrouver le classement complet sur la page Sens Critique du podcast, je vous mets le lien en description. Je voulais, avant de partir, saluer tous les nouveaux abonnés YouTube, puisque le dernier épisode a eu un petit succès sur la plateforme. Donc écoutez, bienvenue à vous, n'hésitez pas à réagir, et puis je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires. Voilà, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, vive la bagarre!